demain il y a le rendu du Conseil constitutionnel. Est-ce que toi t'en attends quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, vu que c'est que des potes à Macron, j'entends rien du tout. Bonjour à tous, ici Arthur Nicolas, on est en direct pour Révolution Permanente de la manifestation parisienne qui démarre ici à Opéra. Alors pour cette 12e journée de manifestation, alors évidemment on n'a pas encore les chiffres, mais il y a en tout cas beaucoup de monde. On est loin de la DER des DER, de la dernière manifestation, de tous ces adjectifs que les chaînes de télévision comme BFM ou LCI essayent de matraquer depuis ce matin. En réalité, beaucoup de monde ici à Paris et surtout, voilà, on va venir interroger les manifestants, les syndicalistes au sujet de ce qui va se passer demain. Vous le savez, c'est le passage au Conseil constitutionnel avec évidemment la validation ou non de la loi, mais aussi la possibilité que le RIP soit adopté. Pour rappel, ce référendum d'initiative partagée, il a été déposé par un groupe de parlementaires, puis il doit être validé demain par le Conseil constitutionnel. S'en suivra la nécessité d'avoir 4,8 millions de signataires. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron devra simplement poser la question aux parlementaires s'ils veulent l'étudier, et donc la possibilité de le rejeter. Et c'est seulement à la condition où le Parlement n'étudie pas la loi, seulement l'étudier, qu'il y aurait un référendum. Donc voilà, il y a beaucoup de questions autour de ça, donc on va interroger évidemment les manifestants sur l'utilité au nom de ce RIP. Y croient-ils? Est-ce que ça peut être une solution pour la suite? Et évidemment, au-delà de ça, la question que vous savez, on pose toujours avec Révolution Permanente, c'est comment gagner après 12 journées de manifestation. Alors on est avec Pascal Jojas qui est à la CGT Airbus Defense and Space. Ma première question, c'est que demain, il y a le rendu du Conseil constitutionnel. Est-ce que tu en attends quelque chose? Malheureusement, non. J'attends pas grand-chose du Conseil constitutionnel. On sait à peu près qu'ils vont... Moi, je pense que cette réforme, cette loi, en tout cas, elle est légale. Elle n'est pas légitime, mais elle est légale, donc le Conseil constitutionnel va sans doute la valider. Bah, quand on voit par qui ils sont mis en place, non, honnêtement, j'attends pas grand-chose. On verra, il y aura peut-être une belle surprise. Après, on sait qu'ils sont pas sur les clous sur le projet, de la façon dont il a été porté, notamment le fait de ne pas utiliser le débat parlementaire jusqu'au bout. Donc on verra bien demain. Si on se fie qu'aux lois, ils ont passé outre le vote à l'Assemblée en passant le 49.3 et l'ont fait à 11 reprises. Donc est-ce que ça sera pris en compte auprès du Conseil constitutionnel? On peut espérer ça, mais après, pour qu'il soit pour ou contre la réforme, vu la majorité de droite en elle-même, on ne sait pas comment ça va jouer en fait, mais en principe, moi j'espère rien d'eux quoi. Mais par contre, moi ce qui me pose question, c'est surtout sur la légitimité de cette réforme. Et il est clair que non seulement Macron n'est pas légitime, parce qu'il y a eu très peu de votants finalement par rapport à l'électorat, et en plus l'opinion des travailleurs, elle est très largement contre la réforme. Donc il faut qu'il la retire d'un point de vue légitimité. Je me fais aucune illusion. Moi, je sais très bien comment ça va se passer demain. Maintenant, je compte pas sur demain. Moi, au contraire, j'espère juste que l'intersyndicale, elle va tenir la route. J'espère qu'on va rester soudés et qu'on va continuer les mobilisations. On est avec Denis Vavassori, donc de la CGT Tour Eiffel. Tu m'as dit la Tour Eiffel est fermée aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on a fait une assemblée générale ce matin. Et la très grosse majorité, a décidé de se mobiliser encore aujourd'hui, au 12e appel national. Et donc tout le monde a suivi et la Tour Eiffel est fermée aujourd'hui. Alors demain, il y a le rendu du Conseil constitutionnel. Est-ce que toi, tu en attends quelque chose? On est assez réservé sur l'issue du Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on a débattu justement ce matin. Malgré tout, aujourd'hui, c'était important de se mobiliser quand même. Et on verra la suite. Ce que ça donnera derrière, je pense qu'il y aura une grosse mobilisation dès demain, je pense. Sur la réforme des retraites, demain, il y a le rendu du Conseil constitutionnel. Est-ce que toi, t'en attends quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, vu que c'est que des potes à Macron, j'entends rien du tout. Non, nous on n'attend rien du Conseil constitutionnel, on s'en fout en fait. Demain on sera là justement pour montrer, c'est des sages entre guillemets, mais nous on sait très bien qui c'est, on sait très bien que c'est des anciens politiciens et qui sont du côté du gouvernement et du coup on n'attend rien d'eux. On est avec Ariane Anémoyanis du Point Levé parisien.
On voit qu'il y a un gros cortège étudiant, on est en tête de manif. C'est une réussite pour vous cette manifestation? Oui, il y a énormément de cortèges, d'étudiants dans le cortège interfac de région parisienne. Il y a aussi un cortège de lycéens qui nous a rejoints. Oui, c'est une réussite en fait qu'il y ait autant de monde et autant de jeunes en tête de manifestation. Ça envoie un signal en fait au gouvernement qui mise sur la décision du Conseil constitutionnel qui sera rendue demain. Et nous, en fait, du côté des AG étudiants, du côté de l'AG interfac de région parisienne, on a dit justement on manifeste en tête aujourd'hui parce que on veut continuer le mouvement et on veut montrer qu'on tient la rue et que demain on continue. Nous on a été marqués aussi par les propos de Laurent Berger qui a dit que voilà, il respecterait la légitimité du Conseil constitutionnel. Nous on lui reconnaît aucune légitimité. En réalité c'est des membres non élus qui ont tous participé de près ou de loin en fait à faire passer les précédentes contre-réformes sociales, notamment Alain Juppé et notamment Laurent Fabius. Et du coup nous on veut lui reconnaître aucune légitimité. La seule légitimité pour nous, c'est celle de la rue, de la grève des travailleurs, de la mobilisation dans les facs et dans les lycées, et c'est le signal qu'on envoie aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel ne va jamais chercher à fragiliser le gouvernement et au-delà du gouvernement, le système de manière générale, parce qu'il ne peut pas y avoir une censure de la loi sans qu'il y ait automatiquement une crise profonde du régime, des institutions qui soit déclarée. Enfin, ça serait une victoire profonde de la mobilisation du mouvement ouvrier, certes par en haut, mais ce serait le fait de toutes ces mobilisations qui se sont exprimées, de toute cette colère, de ce ras-le-bol qui s'est exprimé depuis le départ. Donc sincèrement, je ne crois pas que Juppé, en 95, aurait voulu que quelqu'un censure son plan. Je ne pense pas que Laurent Fabius, qui était ministre au moment de la loi El Khomri, il aurait voulu que le Conseil constitutionnel censure le gouvernement de François Hollande. Donc je ne crois pas que ces gens-là vont censurer Emmanuel Macron, même si peut-être ils peuvent avoir des désaccords avec lui ou autre, pas à un niveau de créer une crise du régime, tant bien que même s'il y avait des anomalies, parce que c'est ce qu'on entend notamment dans les médias, que le Conseil constitutionnel, ça serait limite une association de juristes qui regardent simplement les textes et il n'y a rien de politique derrière. Non, c'est une institution totalement conservatrice, composée que d'anciens politiques de différents bords. Et donc voilà, ils sont pas de notre côté. La plupart d'entre eux, comme j'ai dit, ont participé à la régression sociale, aux attaques qu'a vécu le mouvement ouvrier qui vit encore aujourd'hui. Stéphane qui est salarié du CIVOM, donc c'est des éboueurs qui couvrent 15 villes dans l'Essonne, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Donc ils sont en grève depuis 15 jours reconductibles, évidemment sur la question de la réforme des retraites, mais aussi sur les salaires. Est-ce que tu peux expliquer un peu les raisons de votre grève pour ceux qui nous regardent ? C'est les salaires, les conditions de travail, l'harcèlement moral aussi. Face à ça, si j'ai bien compris, la réaction de votre patron, elle a été assez méprisante. Tout à fait, du mépris total. Ils nous ont reçus au bout d'une dizaine de jours, pas avant. Et à chaque fois qu'on va les voir, c'est eux qui nous demandent de leur donner des propositions, par exemple pour faire des économies, alors qu'on n'est pas payé pour leur donner des idées quand même. Donc, Après ce passage au Conseil constitutionnel, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour, après vendredi prochain? Quelle doit être la stratégie à mettre en place? Surtout rien lâcher, continuer et surtout reprendre la grève dans les entreprises. On sait qu'économiquement, c'est le seul moyen que ça les fait réagir, c'est d'étouffer l'économie. Donc reprendre les centrales pétrolières, là continuer nous dans l'énergie, notamment les centrales nucléaires, les moyens de production, le rail, enfin vraiment tout ce qui touche au domaine économique. Vous, ça se passe comment la grève? Si tu peux nous faire un petit point? Là actuellement, il y a 7 ou 8 arrêts de maintenance qui sont bloqués sur le parc nucléaire, avec aussi des baisses de production sur l'hydro et les centrales thermiques. Donc on pèse sur le réseau. On commence à avoir des problèmes de fréquence sur le réseau européen parce que c'est un réseau interconnecté. Côté Enedis aussi, les agents ne réalisent que les astreintes, plus les chantiers sont totalement à l'arrêt. Il y a les stockages gaz qui sont bloqués, les méthaniers ne déchargent pas. On déverse plus de gaz sur le réseau, les stockages sont verrouillés aussi. Il y a beaucoup de lycéens aujourd'hui en manifestation. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de lycées bloqués ce matin. Oui, il y a eu beaucoup de lycées bloqués ce matin et on est parti en manif sauvage depuis Colbert à 200-300 lycéens pour rejoindre la manifestation. Il y a eu un cortège lycéen à côté de l'Interfac tout à l'heure. C'est important de mettre les lycéens et les étudiants ensemble?
Bah oui, c'est important. Enfin, c'est que la jeunesse, elle incarne aussi cette radicalité, etc. Et du coup, c'est important qu'on appelle à des dates ensemble, qu'on fasse des cortèges ensemble. Pour être ici en tête de cortège aujourd'hui, pour faire des cortèges massifs, pour faire entendre notre voix. Il y a aussi du coup le RIP qui va être validé a priori. Est-ce que toi tu penses que le RIP ça peut être une solution pour faire retirer la réforme ? Le RIP, je pense que c'est une bonne chose, ce serait une très bonne chose. Maintenant, on sait qu'il y a un très gros délai, ça peut prendre un an et demi d'après ce que j'ai entendu. Donc non, malgré tout, je pense que c'est mieux que rien, malgré tout. Maintenant, il faut continuer la mobilisation en parallèle, il ne faut pas lâcher, et il faut rester déterminé et exiger le retrait. Alors le RIP pourquoi pas, mais il faut continuer la grève, c'est ça ? Exactement, parce que si vraiment ça met trop de temps, il faut vraiment qu'on soit fixé avant. Je pense que c'est un bon signe, mais il faut qu'on reste mobilisé et continuer les initiatives autour aussi. Moi, je compte pas sur le RIP. Moi, ce que je pense, c'est la grève qui doit... ce sont les salariés qui doivent se battre. C'est les salariés de s'approprier cette bataille et c'est à eux de mener la bataille. Moi, j'y crois pas au RIP. J'y crois pas du tout, tu vois. Moi, je pense vraiment que c'est à nous de gagner cette bataille. Il faut qu'on la gagne parce qu'après, c'est la porte ouverte à tout. Et après, ça va être un RIP pour ci, un RIP pour ça. Non, c'est important qu'on mette... Surtout que ça fait déjà 3 mois qu'on est en grève. Beaucoup de salariés sont en grève. Tu imagines la déception s'ils doivent attendre après le RIP. Ouais, ça pourrait être bien, mais le problème du RIP, c'est qu'il ne reprend pas la réforme dans sa globalité. Donc ça pourrait être aussi un piège. Uniquement aller sur les 64 ans et pas revoir l'ensemble du projet de loi. Oui, pour vous, de fait, le RIP, il consacrerait la suppression de votre régime spécial, notamment. Bah, potentiellement, oui, le RIP serait sur les 64 ans. Nous, après, notre régime spécifique, bien sûr, ne serait pas voté au niveau du RIP. Après, bien sûr, on n'est pas uniquement sur notre régime spécifique. Hein. Nous, on combat la réforme à son sens large. Il y a plusieurs forces, alors qu'elles soient syndicales ou politiques, qui s'en remettent un peu à cette procédure du RIP. Est-ce que pour toi, ça doit être, c'est la solution pour gagner après ces 12 journées ou il faut faire autre chose ? Non, moi je pense que c'est pas la solution pour gagner. La réalité c'est que le RIP, on l'a déjà notre RIP. C'est 94% des actifs qui sont contre la réforme des retraites. C'est plus de 3,5 millions au pic des mobilisations. C'est des millions de personnes qui se sont mobilisées, travailleurs, retraités, chômeurs, étudiants, etc. Donc je veux dire par là, notre référendum, on l'a. On sait très bien que Macron perd. Là, pour moi, c'est simplement de détourner le fait de ne pas proposer une stratégie de combat. Et que nous, on dit la force des travailleurs, c'est la grève. Et c'est par la grève qu'on fait reculer un mouvement. Plutôt que d'aller chercher des RIP, des conseils constitutionnels, des motions, des rendez-vous avec Macron ou autres, bah, ils auraient dû au moins poser plusieurs journées. Je veux dire, moi, je discute avec énormément de monde dans les manifestations. Enfin, je veux dire, même pour les primo-manifestants, ils voient bien que il aurait été possible d'appeler à ne serait-ce que 3, 4, 5 journées collées et que le problème central, c'est les journées isolées. Plus de 60% de la population est pour les blocages. Donc à un moment qu'on arrête d'être endormi par des allers-retours au Parlement, à l'Assemblée, Conseil constitutionnel et qu'on prépare justement les grèves reconductibles nécessaires pour faire reculer le gouvernement. Et c'est comme ça qu'on a obtenu nos conquis sociaux. À ce propos, c'est la 12e journée de manifestation, de grève de 24 heures. Il aurait fallu faire autrement selon toi ? Oui, clairement. Moi, je pense qu'à la RATP, en 2019-2020, on a été très mobilisés. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on serait à un régime de retraite à point si on est parti sur cette stratégie de merde de grève perlée. Mais voilà, c'est parce qu'il n'y a pas eu de métro, il n'y a pas eu de transport pendant plus de 30 jours. Qu'on a pu faire reculer le gouvernement. Alors j'entends les gens qui disent c'est le Covid, mais l'assurance chômage elle est passée pendant le Covid. Donc le Covid c'est pas une fin en soi. Le gouvernement il en a rien à foutre du Covid. S'il veut faire passer ses réformes, il les fait. Et ce qui est fait reculer c'est le rapport de force. Et on ne peut pas avoir un rapport de force conséquent avec des grèves perlées qui partent du 19 janvier jusqu'aujourd'hui au mois d'avril. Est-ce qu'on peut continuer comme ça jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de septembre ? Donc on est devant le Conseil constitutionnel qui est justement sur le parcours de la manifestation. Alors il y a un peu moins de gendarmes que tout à l'heure, mais il y a eu toute la journée un déploiement très important de forces de l'ordre autour de ce Conseil constitutionnel. Quelque chose qui peut faire un peu sourire quand on sait que ce Conseil constitutionnel est régulièrement surnommé le chien de garde de l'exécutif. Nous avons ici en quelque sorte les deux chiens de garde du gouvernement. D'un côté les forces de l'ordre et évidemment ce Conseil qui évidemment ne devrait pas demain censurer cette loi. On l'a entendu dans beaucoup d'interventions. Peu de personnes espèrent vraiment que ce Conseil constitutionnel puisse
fasse reculer la loi. Et comme on le voit, beaucoup de manifestants tiennent à venir devant ce Conseil constitutionnel qui délibérera demain. Symboliquement, parce qu'aujourd'hui c'est soi-disant, selon certaines centrales syndicales aussi, la seule façon de faire reculer le mouvement. On l'a su, Laurent Berger a d'ores et déjà aussi annoncé qu'il respectera la loi, qu'il respectera la décision du Conseil constitutionnel. Donc voilà beaucoup de gens devant le Conseil constitutionnel qui continuent à réclamer la retraite à 60 ans, tout en ayant évidemment assez peu d'illusions sur la décision qui sera donnée demain. Ça fait donc la 12e journée de manifestation, c'est ça. Bon, jusqu'ici, ça s'est surtout fait autour de journées isolées. Est-ce qu'il y aurait eu une autre stratégie à appliquer, peut-être dès le 7 mars? Là, on voit que la mobilisation, elle peine un petit peu. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire autrement? Après coup, on peut toujours faire mieux, surtout si on ne gagne pas. Si on gagne. Moi, je pense qu'on doit la gagner, quoi qu'il arrive, il faut continuer. Les journées de manifestation, c'est important. Plus il y aura de monde, plus ça fera... déjà ceux qui sont en grève reconductibles, etc., ça les motive encore plus, parce qu'ils voient qu'il y a du soutien. Mais on doit faire plus les efforts, et l'intersyndical n'a pas fait, à mon avis, ces efforts-là. C'est d'appeler à la reconductible. C'est difficile dans les boîtes, mais il faut appeler à la grève. Il n'y a que comme ça, Macron, Borne et tout ça, ce sont des pantins au service du patronat, et c'est les patrons qu'il faut faire pression. Moi, les patrons, à mon avis, des manifs, tant qu'on ne bloque pas, ça ne leur fait pas vraiment peur. Justement, c'est la 12e journée de manifestation. Pour l'instant, Macron, il n'a pas reculé d'un iota. Est-ce qu'il aurait fallu adopter une autre stratégie? Je pense que c'est un ensemble. Il y a les appels intersyndicaux qui doivent être suivis massivement, le plus massivement possible, ce qui n'empêche pas derrière de faire d'autres initiatives et d'être assez présent sur l'ensemble des initiatives qui seront autour, quoi. Il va y avoir une réunion de l'intersyndicale bientôt. Toi, qu'est-ce que tu en attends de cet appel? Qu'est-ce que l'intersyndicale devrait faire après demain? Encore une fois, peut-être continuer à appeler régulièrement pour continuer à maintenir la pression. Le gouvernement, je ne pense pas qu'il soit complètement aveugle à ce qui se passe. Il y a une très forte mobilisation partout dans le pays. Et il ne peut pas rester ignorant par rapport à tout ça, c'est pas possible. Donc il faut des journées de manifestation rapidement. Il faut des journées de manifestation, il faut en plus des initiatives, des blocages, des grèves, un maximum de choses qui font avancer, qui fera reculer le gouvernement sur cette réforme. Dernière question, après le Conseil constitutionnel, il y a le RIP et on sait que par exemple Laurent Berger, j'ai l'impression qu'il est un peu prêt à abandonner les manifestations, etc. Faut continuer les manifs après vendredi? Faut rien lâcher tant qu'il n'y a pas le retrait de la réforme. Parce que, on l'a déjà dit dans plusieurs interviews, mais s'il gagne là, il y aura d'autres choses. Mais peut-être une deuxième réforme des retraites pour aller peut-être au-delà des 64 ans et peut-être même revoir le système par répartition, parce que derrière, c'est ça. Parce que là, on est sur la réforme des retraites, mais on n'oublie pas qu'il y a une inflation très forte et il va falloir qu'on mène aussi la bataille des salaires. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû être menée en même temps, ces deux batailles? Moi, je pense qu'il aurait fallu la mener en même temps. Malheureusement, là, pour le coup, c'est l'intersyndicale qui ne nous le permet pas, puisque nous, la CGT, on est vraiment sur cette dimension-là, c'est-à-dire de dire que la bataille des salaires et la bataille des retraites, c'est le même combat. Plus on va augmenter les salaires et plus on va amener de cotisations pour les retraites, donc c'est le même combat. Après Laurent Berger, la CFDT, c'est vrai qu'on regarde beaucoup... dans leur direction, non pas parce qu'ils mènent quelque chose et parce qu'ils ont, soi-disant, ils sont raisonnables, c'est surtout parce qu'on attend de voir quand ils vont lâcher, quoi. On ne sera pas surpris, malheureusement. Mais il n'y a pas que la CFDT, d'ailleurs, il y a d'autres syndicats qui peuvent lâcher aussi. Non, il ne faut pas lâcher, il faut continuer la mobilisation. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, surtout dans une période de forte inflation. Laurent Berger, il faut qu'il reste avec nous, et je pense qu'il restera avec nous. En tout cas, je le souhaite du fond du cœur. On n'a jamais été aussi fort, toutes les organisations syndicales ensemble, et c'est important qu'on continue la mobilisation tous ensemble. C'est très très important. S'il décide de sortir, on ne pourra pas l'empêcher, mais nous on continuera en tout cas. Ça c'est clair et net. Qu'est-ce que devrait faire l'intersyndicale après la déclaration du Conseil constitutionnel? Quelle stratégie? Continuer et amplifier surtout. Remotiver là où ça s'essouffle. Parce qu'après, bien sûr, là, on est à plusieurs journées quand même de grève, avec des grèves reconductibles dans certains secteurs.
Donc ça commence forcément, malgré les caisses de solidarité, ça commence sérieusement à peser sur le portefeuille. Effectivement, les grèves perlées, ça affaiblit la grève en termes de résistance à long terme. Parce que bon, il y a le salaire, on perd du salaire tous les jours. Donc, si on faisait tout, comme il disait, en 30 jours non-stop, en bloquant tous les secteurs en même temps, comme on a pu le voir dans le passé, le gouvernement reculera de lui-même. Je pense que quoi qu'il arrive, on ne fera pas reculer le gouvernement si on n'impose pas une stratégie qui est différente, qui sort des journées de grève isolées, qui sort du simple mot d'ordre de retrait de la réforme des retraites. Il faudrait à minima déjà parler de la retraite à 60 ans, de 55 ans pour les métiers pénibles, de parler de l'augmentation des salaires, de l'indexation des salaires sur l'inflation. Il y a énormément de sujets. Je suis d'accord avec le gouvernement qui utilise les autres sujets en disant « Oui, il faut qu'on passe à autre chose parce qu'il y a déjà plein d'autres sujets. » Oui, moi je suis d'accord, il y a plein de sujets. Et donc c'est pas de passer à autre chose, c'est que tous les autres sujets qui intéressent aussi les gens, il faut les mettre tout de suite dans la bataille pour faire en sorte que tous ceux qui ne se sont pas mobilisés ou qui se sont mobilisés avec parcimonie dans le mouvement, ils se disent « Tiens, là il y a un plan de bataille. » Il y a des mots d'ordre, le jeu en vaut la chandelle, on peut se mobiliser, on peut frapper fort. C'est pas uniquement pour les retraites, mais c'est aussi pour nos salaires, c'est pour le climat, c'est pour Parcoursup, c'est pour la réforme du bac, etc. etc. Donc enfin voilà, pour moi, il y a une responsabilité, c'est celle du gouvernement en premier lieu. C'est lui qui fait passer la réforme des retraites. En réalité, le Conseil constitutionnel, c'est la fin de la boucle. Mais pour moi, ceux qui sont responsables au niveau du mouvement ouvrier, c'est l'intersyndicale, parce que c'est elle qui est maîtresse depuis le début de la stratégie, c'est elle qui est maîtresse depuis le début des mots d'ordre, et qu'au final, ils ont fait en sorte de casser le rythme, de casser la dynamique, pour éviter la généralisation de la grève, pour éviter un mouvement qui devient insurrectionnel dans ce pays, qui commence à affronter le pouvoir, qui commence à affronter le système. Berger n'est pas un révolutionnaire, il ne veut pas d'affrontement avec le régime, il ne veut pas la déstabilisation du régime, même si tout ce que je dis ne veut pas dire qu'ils sont macronistes. D'accord ? Tout ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la loi imposée par Macron et Borne. Mais ne pas être pour la déstabilisation, c'est considérer qu'il faut que le système il se maintienne comme ça, avec des corps intermédiaires dans lesquels les directions syndicales continuent à être invitées à Matignon, continuent à discuter, etc. Et il faut totalement autre chose. Macron, il est isolé, et quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui a tout à perdre, pardon, il plie pas aussi facilement. Je crois savoir que vous faites partie du réseau pour la grève générale. Pourquoi depuis 2 mois vous êtes coordonné avec d'autres secteurs? Comment vous avez pensé ce réseau et pourquoi il est important aujourd'hui? Parce que justement, nous on était opposés à cette stratégie de grève perlée. On savait qu'on allait aller dans le mur avec cette stratégie-là, qu'on allait essouffler. C'est-à-dire moi j'étais en grève reconductible depuis le 7 mars, mais je ne peux pas durer comme ça indéfiniment. Et il y a d'autres secteurs, et c'est dommage de voir cette radicalité. Il n'y a jamais eu autant de gens dans la rue. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette radicalité? On propose une stratégie de merde. Donc nous, on avait 2 choix en tant que militants. Soit on a conscience qu'on va dans le mur, mais on y va au nom de l'unité. Mais moi, j'ai pas besoin de l'unité pour aller dans le mur. Je peux le faire tout seul, aller dans le mur. Mais moi, j'ai besoin de l'unité avec une bonne stratégie pour gagner. Et donc, c'est pour ça que nous, plusieurs militants de divers secteurs, on a fait le choix de se rejoindre au nom de la tribune du réseau pour la grève générale, où en fait, on montre qu'on a des étiquettes syndicales différentes, qu'on est dans des secteurs différents, mais qu'on est convaincu d'une chose, c'est qu'il faut un rapport de force conséquent pour faire reculer le gouvernement. Et d'où l'intérêt de s'organiser dans ce réseau et de ne pas dépendre des journées carrées de l'intersyndicale. Donc demain, vous appelez avec le réseau pour la grève générale à 2 manifestations. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, il y a une manifestation étudiante au départ de Saint-Lazare qui devait se rendre en fait jusqu'au Conseil constitutionnel et ensuite rejoindre le rassemblement de 17h cours Napoléon, c'est-à-dire devant les pyramides du Louvre. C'était une manière de dire qu'on tient la rue et qu'on ne rentre pas chez nous. Et ça, la préfecture le refuse, c'est-à-dire qu'ils ont voulu nous dire de finir la manifestation étudiante place de la République, donc extrêmement loin en fait du quartier du Conseil constitutionnel. Ils ne veulent pas des jeunes en fait dans ce quartier-là pour qu'on puisse montrer en fait aux sages que nous on restera pas sages. Et donc voilà, il y a tout un périmètre qui a été interdit. On a reçu les arrêtés d'interdiction cet après-midi. C'est évidemment une interdiction de manifester qui est grave. Raison de plus pour être le plus nombreux possible et près du Conseil constitutionnel exprimer toute notre colère et toute notre rage et toute notre détermination.
La manifestation parisienne s'achève, on n'a pas encore les chiffres, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que nous ne sommes pas face à la manifestation petite, ridicule que promettaient les renseignements généraux dans les journées précédentes. Encore une forte mobilisation de nombreux grévistes, et je pense que vous l'avez vu dans les interviews, dans les interventions de divers grévistes. Très peu de gens attendent quoi que ce soit du Conseil constitutionnel, que ce soit sur le retrait de la loi. Beaucoup l'ont dit parce que les autoproclamés sages sont avant tout des hommes et femmes politiques qui ont mené toutes les réformes libérales de ces dernières années, mais aussi peu attendent du RIP, du référendum d'initiative partagée qui pourrait être lancé demain. Alors, il y a des doutes, certains disent pourquoi pas, mais ce qui est majoritaire, c'est que même s'il y a le RIP, il faut continuer les grèves, il faut continuer les manifestations. C'est en tout cas l'avis majoritaire des gens que nous avons pu rencontrer et interroger. Et avec Révolution Permanente, on ne peut qu'espérer que ce soit le chemin que prenne cette mobilisation.